Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Direct, votre fenêtre sur les grandes actualités qui ont pris place, que ce soit sur la scène nationale, régionale, internationale. Mais si je peux dire, l'Égypte se trouve face à plusieurs défis. L'Égypte se trouve actuellement dans une région en rouge parce qu'on trouve que l'agression israélienne chaque jour essaye de perpétrer des crimes contre l'humanité, des violations contre le droit international, encore une fois, violations flagrantes contre le droit humanitaire. Mais de plus en plus, la rue égyptienne, la rue arabe, pose une question. Est-ce que ce qui a été pris par la force doit être récupéré par la force? Est-ce que c'est ça l'équation qu'Israël essaye d'imposer sur la région arabe, sur le monde arabe, qui, toujours étant la main de la paix, la main de la coopération, mais en contrepartie, en riposte, on trouve qu'Israël essaie chaque jour de dire que son bras est tout à fait très long. Donc plusieurs questions à poser pendant cette édition avec la présence de notre invité de marque, Dr Ibrahim Choukri, le grand professeur de droit, mais aussi c'est un expert sécuritaire et politique. Toujours vous êtes le bienvenu sur Nantes International. Bonsoir Monsieur Hani, merci beaucoup pour cette présentation. Je suis très ravi d'être avec vous sur cette chaîne respectueuse. Je partage ce sentiment en fait. Oui, bien sûr. Vous avez touché un point très intéressant dès le début de vos paroles. Vous avez dit, est-ce que celui qui était pris par force ne doit pas être récupéré sauf par force? Donc nous voyons maintenant la solution qui se trouve autour de nous dans le monde arabe. Je veux parler pas seulement au niveau égyptien, mais au niveau de la région arabe. Et bien sûr, y compris le Moyen-Orient. Ce que nous voyons maintenant prouve sans doute que l'Égypte avait une bonne vision il y a une dizaine d'années. Lorsque le président de la République a commencé de dire qu'il y a des gens, des méchants qui se trouvent autour de nous, il y a l'axe du mal. Oui, il a commencé à attirer l'attention. Mais il y avait des gens qui n'ont pas bien compris, qui disaient où se passe cette politique égyptienne et dans n'importe quelle direction que nous sommes envers. Et aussi, il y a des gens qui ont posé des questions. Pourquoi tous ces armements de l'armée égyptienne, je parle de modernisation de l'armement, diversification de l'armement. Tout ça, c'était deux grands points d'interrogation, mais je crois que la rue égyptienne, c'est de plus en plus pourquoi. On a vu maintenant la réponse de toutes ces questions, surtout hier, ce qui s'est déroulé sur le territoire d'un pays frère, Qatar. Ça, c'est une réponse. Ça veut dire qu'il y a des pays qui se présentent comme... Oui, avant-hier, bien sûr. Il y a des pays qui se présentent comme des pays qui ont une grande force militaire. Ces pays ou ces forces font des agressions contre, je ne dis pas contre un pays, mais contre l'humanité en général. Ils ont déjà commencé à faire des actes illicites contre... Bien sûr, contre nos frères palestiniens. Puis ils ont fait contre les Libanais, le sud-Liban, et contre la Syrie. Et maintenant, ils ont fait des attaques aussi contre le Qatar. Mais on peut se poser la question, qui sera le suivant? Oui, je crois que pendant presque 24 heures, il y avait des agressions israéliennes, des violations israéliennes de la souveraineté de presque 4 pays arabes, outre Gaza, ou les territoires palestiniens. Et comme vous venez de dire, la Syrie, le Liban, le Qatar et Tunis quand même. Oui, bien sûr. Il y avait des paroles qu'il y avait des drones qui ont frappé un flotille de soutien, un flotille maritime de soutien à Gaza. Donc 4 pays arabes outre Gaza. Donc ce sont que des messages que Israël veut toujours essayer d'étendre, de faire une sorte d'extension de feu au sein de la région.
C'est un pays qui essaye de faire des attaques, agressions contre les voisins. Et c'est un pays qui essaye de faire une sorte de guerre d'un seul parti. Ce sont eux toujours qui commencent, ce sont eux qui font des guerres sans justifier. Et ils donnent des excuses qui ne sont pas logiques et ils font des attaques partout. Si vous parlez hors du monde arabe, si on parle du Moyen-Orient en général, on peut parler de l'Iran. Ils ont fait aussi des attaques contre les Iraniens il y a quelques mois. Alors que l'Égypte a essayé d'entrer dans une médiation pour renouveler la coopération entre l'AIEA ou l'Agence internationale d'énergie atomique et l'Iran pour arriver à stabiliser, à restaurer la paix au sein de la région, mais dans l'autre partie israélienne, c'est toujours comment les Israéliens peuvent étendre la guerre. Justement, j'ai plusieurs questions, plusieurs points à vous poser, parce que, encore une fois, je trouve que l'Égypte se trouve face à plusieurs défis, que ce soit régionaux, internationaux, le nucléaire iranien, le barrage de la Renaissance, les bombardements israéliens, les tueries faites par les Israéliens contre la population civile de Gaza, la population palestinienne de Gaza. Et également, il y a le Qatar et la violation de sa souveraineté qatarienne. Comment ça va affecter la sécurité nationale en général des Arabes? Donc plusieurs questions, mais justement je dois vous proposer tout d'abord cette nouvelle concernant le président Abdel Fattah al-Sisi qui a reçu il y a presque une heure un appel téléphonique du Premier ministre britannique Keir Starmer. Les deux parties ont examiné les relations bilatérales convenues de renforcer leur partenariat, notamment le commerce et l'investissement. Discussions ont porté sur Gaza avec un appel commun à cessez-le-feu immédiat, à l'entrée sans restriction de l'aide humanitaire et la libération des otages. Le président Sisi a mis en garde contre tout déplacement forcé des Palestiniens, le qualifiant de menace directe pour la paix régionale. Le président Sisi a salué l'annonce du Royaume-Uni de reconnaître l'État de Palestine en septembre 2025. Il la considère comme une étape importante vers la solution aux deux États. Les deux parties ont condamné l'agression israélienne contre le Qatar et souligné l'importance de résoudre les crises régionales par des voies pacifiques et politiques. Donc ici, dans cette nouvelle, docteur Ibrahim Choukri, nous avons 3 points essentiels. Tout d'abord, comment vous trouvez cette mise en garde lancée par Monsieur le Président contre toute tentative de déplacer forcément les Palestiniens hors de leur territoire? Comment ça va menacer directement la paix régionale? Bien sûr, le président a insisté plusieurs fois dans plusieurs instances, plusieurs positions, que l'Égypte refuse totalement le déplacement des Palestiniens, soit par force, soit par autre moyen. Donc aussi le président il insiste pour la 10e fois, ou peut-être la 11e fois, qu'on n'accepte plus ça. Et il dit ça devant toutes les autorités internationales. Il a dit ça devant les envoyés des pays, des grandes puissances du monde, les Américains, les Britanniques, les Français, etc. et d'autres. Donc c'est un point de vue égyptien, c'est une position. C'est une ligne. C'est une ligne rouge. C'est une ligne rouge nationale égyptienne. Et c'est une idée que les Égyptiens ne vont pas changer. On n'accepte jamais ce déplacement parce que si quelqu'un accepte ça, ça veut dire que c'est la fin du cause palestinien en général. C'est la fin de Palestine. Oui, bien sûr, premièrement. Deuxièmement, c'est aussi peut-être si ça arrive quelque chose pareil, donc vous parlez d'une guerre qui peut causer dans toute la région et peut-être qu'elle peut menacer tout le monde. Peut-être devenir une guerre mondiale. Donc ça c'est le deuxième problème que nous sommes en face. Et l'Égypte a averti plusieurs fois sur ce sujet, mais il y a d'autres puissances internationales de l'autre côté qui ne veulent pas accepter cette position, qui poussent vers la position d'avoir aussi
une sorte d'attaque contre un peuple qui vit en paix, qui vivait en paix. Ouais. Un autre point dont ce contact téléphonique, c'est la reconnaissance possible du Royaume-Uni pendant ce mois de septembre aux Nations Unies d'un État palestinien indépendant. Comment vous trouvez l'importance de ça, quand même le symbole de ça? Bon, monsieur Hani, si vous parlez de la reconnaissance d'un État palestinien, moi je vois personnellement que c'est la cause de toutes ces attaques qui se trouvent autour de nous par tout le monde. Parce que quand la France a déclaré qu'elle va accepter et ratifier et déclarer la reconnaissance d'un État palestinien, suivi par quelques pays européens et d'autres par tout le monde qui vont faire cette position-là durant les entretiens qui vont se dérouler au niveau des Nations Unies ce mois. Vous voyez, Israël essaye de tout moyen d'arrêter cette reconnaissance. Alors, attaquer, causer des problèmes par ici ou par là, à droite ou à gauche, faire des attaques, faire des problèmes, continuer la guerre contre Gaza, contre les Palestiniens, etc., afin d'arrêter que n'importe quel pays peut poser cette déclaration. Aussi, on ne peut pas oublier que les responsables au niveau américain, ils ont refusé de donner des visas pour participer. Comment on dit, c'est la délégation palestinienne qui ont le droit de participer. Ils leur ont refusé de leur donner le visa. Le président palestinien lui-même. Parce que s'il ne participe pas, et il n'aura pas un sujet de discuter, de donner une déclaration à un pays qui ne présente pas sur le territoire de New York. Vous voyez donc, il y a un point qui est très intéressant, qui m'a attiré l'attention, je veux vous dire. Je n'ai pas vu qu'il y a beaucoup de gens qui parlent sur ce point-là. C'est qu'il y a des problèmes à l'intérieur du gouvernement français maintenant, et peut-être qu'on va changer le gouvernement, et je ne sais pas qui peut déplacer à la place du Premier ministre français, et le président français... actuellement est nommé. Donc le président français essaye de prendre la bonne décision concernant une nouvelle déclaration du gouvernement français. Et toutes ces affaires-là, c'est pour causer des problèmes en France, politiques, afin d'éviter que la France prenne la première étape concernant ça. Donc vous signalez qu'il y a les mains américaines ou par exemple israéliennes. Je ne sais pas, je ne peux pas dire franchement. Ou le blocage qui... Je n'ai pas quelque chose à dire franchement, mais moi, simplement, je suis un analyste. J'analyse la situation. Il y a un pays qui a déclaré qu'il va avouer et ratifier et reconnaissance de l'État palestinien. Pourquoi il a causé ces problèmes-là maintenant au niveau, peut-être le Parlement, comment on dit, l'Assemblée nationale française. Donc, changement de gouvernement, c'est pour causer des problèmes, pour essayer d'arrêter, comment on dit, arrêter la décision française. Oui, dans la même ligne de condamnation, les violations perpétrées par Israël, que ce soit dans la bande de Gaza ou quand même contre le Qatar, on trouve que sur les directives du président de Fattah Sisi, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelatty, a rencontré l'émir du Qatar, Sheikh Tamim Ben Hamad Al Thani à Doha. Au cours de l'entretien, le ministre a transmis les salutations du président Fattah Sisi à son frère, l'émir du Qatar, ainsi que la pleine solidarité et le plein soutien total de l'Égypte au Qatar à la suite de l'agression israélienne flagrante ayant visé Doha. Abdelatty a souligné que cette agression perfide constituait une violation manifeste de la souveraineté de l'État frère du Qatar ainsi qu'une transgression grave du droit international de la Charte des Nations Unies. Il a ajouté que cette attaque créait un dangereux précédent visant non seulement le Qatar mais portant atteinte également à la sécurité collective arabe, rappelant que toute atteinte à la sécurité du Qatar représente une menace directe pour la sécurité nationale arabe. Donc, comment vous trouvez de tels messages de soutien, de solidarité, de tels messages apportés par l'Égypte à son frère le Qatar? Bon, tout simplement, c'est une visite tellement importante.
très très importante, cette visite, à cette heure-là et à ce jour-là. Parce que un pays arabe qui est menacé par des attaques d'un des ennemis, l'Égypte rend le soutien, l'aide et la présence à côté de leurs frères. Donc on ne peut pas laisser un pays qui est menacé par toutes ces attaques et par toutes ces menaces contre la stabilité d'un pays, contre la paix, etc. Et voilà, le président, de nouveau, il vous prouve que l'Égypte est avec vous, avec les pays arabes, ce qui prouve aussi ce que notre président a déclaré il y a longtemps, que l'important ces jours-ci, c'est de faire une sorte de regroupement arabe. L'Union arabe. Et d'avoir une force arabe, bien sûr, conjointe. Mettre main dans la main au niveau du monde arabe. Sinon, si chacun se disperse séparément de l'autre, alors nous sommes bien sûr des cibles pour un ennemi. Et nous allons être dissipés. Bien sûr. Donc, le président et la diplomatie égyptienne étaient présentes et ils ont bien pris cette étape-là concernant prouver que l'Égypte ne laisse pas ses frères dans toutes les diverses situations. Oui. Encore une fois, comment cette attaque contre le Qatar, et on a parlé au début de cette édition que presque 4 capitales arabes étaient sous l'attaque et l'agression israélienne. Comment ça représente de plus en plus une menace pour la sécurité nationale arabe? Bon, je veux dire, pour votre question, c'est une menace contre la sécurité internationale, bien sûr. Pas seulement la sécurité arabe. Parce que si jamais il y aura des problèmes de ce genre-là, ou des guerres concernant les attaques contre des pays arabes, ça peut causer la non-stabilité du Moyen-Orient, du monde arabe, par suite, la non-stabilité peut-être de l'Europe et peut-être du monde entier. Comment vous expliquez le soutien apporté par les Américains et par l'administration Trump à cette attaque israélienne contre le Qatar? Pardon? Comment vous expliquez le soutien apporté par Donald Trump, par l'administration Trump, à cette attaque israélienne contre le Qatar? Mon cher ami, ça c'est la diplomatie internationale. Dans toutes les affaires pareilles, il y a des gens qui parlent, il y a des gens qui disent des paroles, il y a des gens qui se présentent au niveau des presses. Ça, c'est une politique internationale. Oui. Vous pouvez dire. Pour reformuler ma question, toujours on parle que les pays du Golfe sont à l'abri de toute attaque israélienne ou sont quand même déprotégés pour les États-Unis. Mais cette fois-ci, on trouve que le Qatar est agressé par Israël, par l'occupation israélienne. Et bien sûr, il y avait quelques mots durs de la part de Donald Trump à Benjamin Netanyahu, mais en tout cas, il y avait un feu vert américain pour attaquer le Qatar. Comment vous placez tout ça dans le cadre de la sécurité des Arabes? Tout simplement, pour expliquer facilement, ça, c'est un échec de cette théorie. Quelle théorie? La théorie que les Américains protègent des pays arabes. Donc il n'y a pas une théorie pareille. Khalas, c'est fini. C'est un échec. Parce que cette théorie-là disait qu'il y a des forces internationales qui protègent des pays arabes. Alors où était cette force-là durant ce jour-là? Et ça prouve aussi que l'Union arabe, c'est peut-être le seul chemin ou le chemin principal. Ouais. Est-ce que, c'est-à-dire nous attendons la semaine prochaine un sommet arabe et islamique qui va être tenu à Doha. Un sommet urgent après cette attaque contre le Qatar. Quelles seront les décisions à prendre? Et même question pour aujourd'hui. Le Conseil de sécurité va se réunir à l'appel de Qatar, à l'appel de l'Algérie quand même, qui est un membre non permanent au sein du Conseil de sécurité et des Nations Unies. Quelles décisions nous pouvons attendre de toutes ces réunions? Bien sûr, d'abord condamner cette agression, bien sûr. Deuxièmement, renforcer l'union et la réunion arabo-islamique ensemble. Est-ce qu'il y aura des mesures concrètes
qui vont être pris. Bien sûr, il doit y avoir des mesures concrètes. Cette folie de l'occupation israélienne. Moi, maintenant, on n'a pas devant nous le table de cette réunion, les points décisifs ou les articles qu'ils vont prendre, mais bien sûr, je suppose qu'ils vont prendre des décisions qui sont touchables pour nous concernant ce sorte d'union arabe, ce sorte d'être en face de toutes ces agressions qui sont contre la paix au niveau du Moyen-Orient, du Moyen-Orient bien sûr, et du monde arabe et de la région. Donc, probablement, je suppose qu'il y aura des décisions très intéressantes dans ce domaine. Oui. En fait, aujourd'hui également, il y avait une rencontre très importante entre Monsieur le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli et son homologue tunisienne, Madame Zara Zafari, ici en Égypte, dans la nouvelle capitale administrative. Les deux ont présidé la réunion du Haut Comité conjoint Égypte-Tunisien, la nouvelle capitale administrative encore une fois. Lors de sa conférence de presse tenue entre les deux côtés, ils ont examiné les perspectives de renforcement de la coopération dans les domaines d'intérêt commun. Ils ont évoqué les travaux qui ont mis en avant les opportunités et les secteurs prometteurs pour stimuler les investissements des secteurs privés en Égypte et en Tunisie. Le Premier ministre et son homologue tunisien ont assisté quand même à la signature de quelques documents de coopération entre les deux côtés. À cet égard, également, les deux côtés ont mis la lumière sur ces positions unifiées entre la Tunisie et l'Égypte vis-à-vis de toute condamnation à toute attaque aux violations perpétrées par Israël, que ce soit contre le peuple palestinien ou contre le Qatar. Également, les deux côtés étaient d'accord sur le fait que, en ce qui concerne la Libye, il faut des solutions libyennes, purement libyennes, pour les questions libyennes. Comment donc vous avez suivi les différents messages apportés par les deux côtés? Bon, bien sûr, c'était un entretien qui était déjà déterminé sur l'agenda du Premier ministre égyptien et tunisien. C'est venu par coïncidence avec cette attaque-là qui s'est devenue. Alors, c'était une occasion de bien présenter le soutien et l'aide qu'on peut présenter humanitaire à nos frères palestiniens au Gaza. Donc, c'était, comment on dit, une sorte de liaison entre les points de vue tunisiens et égyptiens en même temps. Dans tous ces sujets qui sont internationaux, qui peuvent causer et menacer, bien sûr, la paix régionale ou internationale. Aussi, ils ont souligné l'importance de la coopération sur le niveau économique, commercial, etc. Et d'autres, donc ça c'est très intéressant pour continuer, disons l'accord et l'union et la coopération qu'on a déjà commencé il y a quelques années. Tout ce genre d'entretien entre les ministres des deux pays, c'est très intéressant. Pour présenter aussi la bonne relation que le président de la République a adressé un message de fraternité pour son homologue tunisien. Donc c'était une chance qu'on peut présenter la bonne foi entre les deux pays et les deux gouvernements de deux pays. Ça c'est très intéressant. Ces jours-ci, je ne sais pas, c'est venu comme ça. Et quand même, si je peux dire, investir dans la sécurité, c'est investir dans l'économie. Donc la Tunisie et l'Égypte essayent de faire tout ce que dans leur possible pour arriver à réaliser ce qu'on appelle la sécurité régionale. À cet égard, permettez-moi de vous poser avec nos chers téléspectateurs un reportage concernant la sécurité ou la vision de l'Égypte concernant la sécurité, et que ce soit dans la mer Rouge ou quand même dans d'autres parties dans notre région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord.
Bordée par 1941 km de côte sur la mer Rouge, l'Égypte joue un rôle central dans la sécurisation de cette artère vitale pour son économie. Ce rôle est principalement motivé par le respect des réglementations internationales garantissant la liberté de navigation dans les passages internationaux. En effet, le passage maritime menant au canal de Suez constitue une priorité absolue de la sécurité nationale égyptienne. C'est pourquoi l'Égypte favorise une coopération sécuritaire régionale, tant bilatérale que multilatérale, afin de faire face aux défis complexes de la région. À partir de 2014, l'Égypte a entrepris un ambitieux programme de développement des capacités, de construction de nouvelles bases navales et d'acquisition de nouvelles plateformes. Objectif, accroître les capacités de dissuasion et doter sa flotte navale des moyens de fonctionner efficacement en dehors de ses eaux territoriales, dans une zone s'étendant virtuellement de l'ouest de la Méditerranée au détroit de Bab el-Mandeb au sud de la mer Rouge. Un exemple clair est en libération en janvier 2020 de la base navale Bérénice, située en mer Rouge, qui a pour mission stratégique de sécuriser les côtes sud égyptiennes, de protéger les investissements économiques et les ressources naturelles et d'assurer la sécurité de la navigation mondiale dans la mer Rouge. L'un des arrangements collectifs les plus importants auxquels l'Égypte a participé est la création du Conseil des États riverains de la mer Rouge et du golfe d'Aden en 2020, dont le siège est en Arabie Saoudite et qui regroupe l'Égypte, l'Arabie Saoudite, la Jordanie, le Yémen, la Somalie, le Soudan, Djibouti et l'Érythrée. L'objectif de ce Conseil est de renforcer la coopération entre les États membres en matière de sécurité afin de réduire les risques et les menaces pesant sur la mer Rouge. De même, en soutien au mécanisme conjoint visant à renforcer la sécurité dans la région, l'Égypte a pris en 2022 la tête de la force opérationnelle combinée 153 chargée de lutter contre la contrebande et les activités illicites dans le détroit de Bab el-Mandeb, le golfe d'Aden et la mer Rouge, dans le cadre de la participation active de l'Égypte à la force navale combinée avec de nombreux pays partenaires, notamment l'Arabie Saoudite, la France et les États-Unis, afin d'améliorer le niveau d'entraînement et d'échanger des expériences. Donc, docteur Ibrahim Chokri, comment vous trouvez la vision de l'Égypte vis-à-vis de la sécurité dans la mer Rouge? Bien sûr, la sécurité de la mer Rouge, c'est très intéressant pour nous, pas seulement pour l'Égypte, mais aussi pour tous les pays qui sont sur la surface de la mer Rouge. Quand je parle d'une sorte de coopération qui se trouve déjà entre les forces maritimes égyptiennes et saoudiennes aussi. Et aussi une sorte de coopération au niveau de la mer Rouge qui se déroule jusqu'aux frontières de Djibouti même, qui est la portière de la mer Rouge avec le Yémen. Donc vous voyez bien que la mer Rouge c'est très intéressant pour nous. Et la Corne d'Afrique quand même, c'est très intéressant pour nous. Oui, bien sûr, Djibouti c'est le Corne africain qui se trouve là où trouve Djibouti et le Somalie, jusqu'au Kenya. Donc vous voyez, ce sont des pays qui sont sur la surface de la mer Rouge, et c'est très intéressant de nous d'avoir une bonne relation et avoir aussi une bonne coopération avec les responsables des pays, avec les forces maritimes de ces pays. Mais si vous voulez que j'ajoute quelque chose, c'est que la mer Rouge, c'est très intéressant pour le commerce international. C'est un voie très ancien, historique, au niveau de la mer Rouge, d'avoir un commerce entre l'Est et l'Ouest. Ou bien sûr, entre le sud et le nord. Donc pourquoi on laisse ce point-là? C'est très intéressant pour nous, pour tout le monde entier. Tout le monde a besoin que la mer Rouge devienne de plus en plus, avoir de la paix de plus en plus, bien sûr, pour le bien de la commerce et ensuite pour le développement durable. En tout cas, on trouve que la stratégie de l'Égypte vis-à-vis de la sécurité, c'est toujours basé sur presque des axes essentiels comme la coopération et le développement. Dans le cadre de la coopération, on trouve que l'Égypte a réussi à renouveler la coopération entre l'Iran et l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA. Pour donner plus d'explications dans chers téléspectateurs, le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abad, a souligné que les récents accords conclus au Caire entre l'Iran et l'Agence internationale de l'énergie atomique constituaient le point de départ d'une nouvelle phase
visant à répondre aux préoccupations techniques. Les déclarations d'Abdel Aati sont intervenues lors des échanges intensifs avec ses homologues français et saoudiens au Mali, ainsi qu'avec le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, la politique et la sécurité, l'envoyé spécial des États-Unis pour le Moyen-Orient. Abdel Aati a passé en revue les efforts déployés par l'Égypte pour désarmer la situation, plutôt pour désamorcer la situation, pardonnez-moi, soulignons que cet accord offrait l'opportunité d'une voie diplomatique favorisant la sécurité et la stabilité régionale. Comment vous avez vu les efforts de l'Égypte à cet égard, alors qu'on trouve Israël, par exemple, essaye de mettre le feu sur l'huile, bombarde, faire des agressions contre la souveraineté des pays dans la région. L'Égypte essaye de tendre la coopération et de suivre le trajet de dialogue, de coopération, de traiter tout désaccord à travers des manières pacifiques et politiques. Entre l'Iran et l'agence internationale. Oui. Et quand même, dans la région de la mer Rouge, s'il y avait quelques problèmes, on essaye de mettre en avant la coopération, mettre en avant le développement, mettre en avant la sécurité de tous les intérêts de tous les peuples, de toutes les nations. Bien sûr, on a touché ici un point très intéressant. C'est que la présence de l'Égypte est très importante. C'est l'Égypte maintenant qui essaie de faire la paix et la réconciliation, ou bien de nouveau faire un accord, ou faire une sorte de coopération entre un pays très intéressant dans le Moyen-Orient et entre l'agence internationale. Vous voyez, il y avait des problèmes et il n'y avait pas l'accord, et il n'y avait pas aussi l'aide bilatérale entre les deux. L'Égypte s'est intervenue entre les deux et a essayé de faire cet accord-là. Et on a vu, il y a quelques jours, au Caire, qu'ils ont déjà repris de nouveau la coopération entre eux. Ce qui vous prouve que l'État égyptien a la possibilité de refaire de nouveau la paix au niveau du Moyen-Orient. Nous avons commencé déjà, il y a des quarantaines d'années, faire la paix. Et maintenant, on refait de nouveau. Et le problème, c'est que lorsqu'on commence par faire ces démarches-là, il y a d'autres autorités qui ne veulent pas ça, qui veulent continuer aussi de brûler la région. Et ils vont... de refonder quand même les frontières de la région, de refonder la région démographiquement. C'est le problème. Refaire le plan démographique et géographique. Ils veulent changer la démographie de toute la région. Mais nous, comme Égyptiens aussi, c'est un pays qui court derrière la paix, pas derrière la guerre. Oui, oui. À la lumière des changements politiques et économiques qui s'imposent dans la région, le comité national de coordination pour prévenir et lutter contre l'immigration illégale a lancé 10 octobre 2024 son 4e plan national de lutte de lutte et de prévention contre l'immigration illégale 2024-2026. Donc, je dois vous proposer 7 autres reportages concernant l'immigration clandestine ou illégale. Et la lutte se poursuit, oui, bien sûr, de la part de l'Égypte, mais plutôt l'Égypte essaye encore une fois de baser toute sa politique, entre deux guillemets, sécuritaire pour lutter contre que ce soit le terrorisme ou l'immigration clandestine sur 2 mots essentiels: développement, coopération. Plus d'explications. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a affirmé que le plan national de lutte et de prévention contre l'immigration illégale s'articule autour de plusieurs axes, tels que la sécurisation des frontières, la coopération internationale, l'intensification des efforts visant à démanteler les réseaux criminels impliqués dans le trafic humain, les campagnes de sensibilisation, ainsi que les programmes de développement socio-économique dans les régions de forte émigration, afin d'offrir des perspectives économiques locales. Il a souligné que l'Égypte avait parcouru un long chemin dans la lutte contre l'immigration illégale et que le nouveau programme lancé par le gouvernement « Ensemble, nous construisons un avenir durable » vise à aborder en profondeur les questions relatives à l'immigration et à proposer des alternatives en matière de développement durable.
Il a également déclaré que l'État restera engagé en fournissant le soutien nécessaire aux jeunes, en leur offrant des opportunités d'emploi alternatives et en ouvrant des canaux pour une émigration sûre. Pour sa part, la présidente du Comité national de coordination pour prévenir et lutter contre l'immigration illégale a confirmé que le lancement du 4e plan national reflète une vision claire et intégrale des mécanismes de lutte contre l'immigration clandestine. Elle a expliqué que le plan prend en compte les changements politiques et économiques en cours dans le monde et dans la région, ajoutant qu'il s'appuie sur les acquis réalisés au cours des dernières années dans les domaines de la sensibilisation, tout en bénéficiant des expériences acquises pour poursuivre et intensifier les efforts visant à lutter contre l'immigration clandestine. Le plan présenté souligne également l'importance du rôle du secteur privé pour offrir des opportunités d'emploi aux jeunes, en particulier dans les métiers artisanaux et techniques, ainsi que le développement de leurs compétences. Dans ce cadre, elle a affirmé l'importance de garantir des opportunités d'emploi comme alternative à l'immigration illégale. Elle a aussi souligné l'importance de renforcer la coopération entre les organismes nationaux et internationaux concernés en fixant des objectifs clairs et des indicateurs statistiques permettant de mesurer toutes les dimensions socio-économiques résultant du phénomène de l'immigration clandestine. Elle a noté que le taux élevé des émigrés clandestins se concentre dans les gouvernorats de Kafr el-Sheikh, Behira, Fayoum, Gharbeya, Dahliya et Assout. En outre, le directeur exécutif du Fonds de lutte contre l'immigration clandestine et de protection des émigrés a souligné l'importance du fonds qui a non seulement facilité le processus de réception et de gestion des subventions pour les jeunes, mais aussi pour leur fournir un soutien psychologique, économique et social. Le fonds travaille également à élaborer une législation nationale conforme aux normes internationales, assurant une bonne gestion du dossier de l'immigration clandestine en Égypte. Non seulement l'Égypte cherche la sécurité quand on parle de la lutte contre l'immigration clandestine, mais plutôt cherche à comment donner l'opportunité de voir les pays, notamment les pays sahélo-sahariens, les autres pays qui ont besoin de développement, voir ces pays en développement. Essayent d'envoyer leurs expertises, leurs experts, de transférer leur expérience dans le domaine de réforme économique, dans le domaine des infrastructures, vers ces pays. Donc l'Égypte cherche, si je peux dire, une nouvelle dimension pour le peuple africain, au lieu d'arriver à des chocs militaires ou sécuritaires, n'est-ce pas? Bien sûr, l'affaire de l'immigration ou bien illicite ou illégale, c'est une affaire qui touche plusieurs points, peut-être qu'ils sont différents, mais ils se regroupent tous dans ce seul point. Un de ces points très intéressants, c'est de faire l'économie dans des pays. Si un citoyen dans son pays, je parle au niveau africain, et bien sûr au niveau égyptien aussi, s'il trouve la chance de faire un travail, de gagner son pain, de trouver un poste de travail, etc., de bien vivre avec sa famille, il n'aura pas besoin de faire ce genre d'immigration parce que, bien sûr, il préfère d'être parmi ses parents ou ses familles. Donc, le problème, c'est de bien fournir des chances et de faire une sorte de développement, soit économique, soit au niveau du commercial, soit de trouver des chances de travail, etc. Donc tout ça peut donner l'espoir à ces gens-là de rester chez eux, chez leur pays, de faire un travail, puisqu'ils auront bien sûr des économies, des usines, des commerces, etc. Parce qu'ils ont le pouvoir, et ils ont le droit de faire ça dans leur pays. Sinon, ils sont forcés à retrouver quelque chose de meilleur à l'étranger. Ils vont traverser la mer pour aller en Europe. Et ça, c'est le problème essentiel. Et deuxièmement, c'est une affaire qui a autre image. L'image, c'est l'image sécuritaire, bien sûr. Puisque tu as une sécurité dans un pays, donc il peut y avoir de développement, il peut y avoir développement durable, industrie, économie, etc. Mais s'il n'y a pas
ce genre de sécurité, les gens vont chercher, soit veulent gagner son pain, comme je viens de dire, mais aussi ils veulent chercher la sécurité ailleurs. Ouais. Ça, c'est un problème. Et en même temps, l'Égypte essaye de transférer non seulement ses expériences dans le domaine de la réforme économique, mais aussi dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, la lutte contre l'immigration clandestine. C'est-à-dire l'Égypte essaye de former quand même des forces de sécurité pour lutter contre ce phénomène dans les autres pays africains. Ça déjà, on a commencé déjà il y a longtemps, et il y a une sorte d'aide qui se trouve, une sorte de coopération mutuelle avec plusieurs pays africains dans ce domaine-là, dans le domaine de l'entraînement, la formation, etc., soit ici en Égypte, soit à l'étranger. Oui. Nous avons participé dans des missions pareilles pour faire l'entraînement de nos chers frères africains, et les frères africains, ils viennent ici dans le domaine de la coopération dans l'entraînement et la formation dans le domaine sécuritaire. Oui, docteur Ibrahim Chokri, notre expert juridique, sécuritaire et politique, merci beaucoup pour de tels éclaircissements. Merci, fier d'être avec vous ce soir. Et je partage toujours ce sentiment. Je suis également fier d'être à vos côtés. Merci encore une fois. Merci, chers téléspectateurs. Toujours, bonne suite de nos programmes sur votre chaîne TV internationale. Au revoir.